programme vous est offert par Illico Cash. Situation sécuritaire au Nord Kivu, le porte-parole de l'armée a pris la parole pour faire le point sur les opérations militaires menées sur le terrain contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Intervention à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, les condamnations se multiplient sur la scène internationale contre le soutien du Rwanda au M23, des déclarations qui plongent Kigali dans l'isolement, alors qu'un nouveau rapport d'experts des Nations Unies mandaté par le Conseil de sécurité vient d'être publié. Et puis aux États-Unis, l'ancien président américain décédé à 100 ans, Jimmy Carter, a reçu les derniers hommages à Washington avant son inhumation, des funérailles nationales qui ont eu lieu en présence d'anciens présidents américains. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Lors d'un briefing avec la presse, le porte-parole des forces armées de la RDC a tenu à fixer l'opinion sur les opérations militaires en cours menées contre les terroristes du M23 au front. Alors que les affrontements se poursuivent, le général Sylvain Ekenge a confirmé la récupération de la localité de Ngungu par l'armée loyaliste. Il a par ailleurs rappelé la détermination des FARDC à récupérer toutes les localités occupées par l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré la localité de Ngungu dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, lors du briefing tenu hier jeudi par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Il était question, au cours de cet exercice de redevabilité, de faire part au chevalier de Plume de l'évolution des aspects liés au front médiatique placé sur la conduite. De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Sur la récente publication sur son compte X, ex-Twitter, de son collègue de la justice, Patrick Muyaya a invité les professionnels de médias à exercer le métier avec beaucoup de responsabilités afin de ne pas faire le jeu de l'ennemi. Il a également mis en garde ceux qui s'incrustent dans les médias afin de faire l'apologie des terrorismes. Selon lui, la publication de Constant Mutomba vient comme une interpellation et non comme une menace. Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a exigé la solidarité vis-à-vis de la RDC à l'échelle internationale en plaidant une fois de plus pour des sanctions ciblées contre le M23 parrainées par le Rwanda. Selon elle, la RDC entend saisir les Nations Unies pour exiger des sanctions sévères contre tout le groupe de terroristes qui continuent d'endeuiller les populations dans l'est du pays. D'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi qu'eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus
qui, selon nous, doivent être sanctionnés, et le régime des sanctions des Nations Unies le permet, mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du Conseil de sécurité. Ici de noter que le combat se poursuit dans l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à mettre fin à l'agression rwandaise une fois pour toutes. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies mandaté par le Conseil de sécurité a révélé des nouvelles preuves sur le soutien du Rwanda à la coalition AFC M23. Parmi les éléments nouveaux, il y a notamment l'enrôlement massif des mineurs dans les rangs du mouvement du 23 mars. Ce rapport a été rendu public quelques jours seulement après la pression internationale qui s'est accentuée ces derniers jours sur Kigali, notamment à travers les condamnations de son soutien au M23. Alors que les affrontements se poursuivent sur le front militaire entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu, au sein de la communauté internationale, la pression s'accentue sur le Rwanda, comme en témoignent les différentes condamnations de son soutien au M23 enregistrées ces derniers temps, faisant suite à la prise de Masisi Centre. Les États-Unis, l'Angola, la MONUSCO ou encore récemment la France ont clairement dénoncé la violation du cessez-le-feu par le mouvement du 23 mars, l'appelant à mettre fin aux hostilités. Dans une déclaration, l'Union européenne avait aussi menacé de prendre des sanctions contre l'agresseur de la République démocratique du Congo. Toutes ces prises de position viennent ainsi plonger Kigali dans l'isolement et traduisent un durcissement de temps du côté des diplomaties étrangères et une véritable inquiétude après l'échec du dernier sommet de Luanda et la reprise des discussions qui se fait attendre. Mais nombre d'observateurs pensent que la communauté internationale devrait faire plus en annonçant des sanctions visant directement les dirigeants rwandais ainsi que les responsables de l'armée rwandaise RDF. Le tout dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, rendu public jeudi dernier, a mis à nu les visées expansionnistes du régime de Kigali en apportant de nouveaux éléments, notamment sur la collaboration AFC M23 RDF, qui a permis notamment l'exportation frauduleuse d'au moins 150 tonnes de coltan vers le Rwanda, mélangé à la production rwandaise, donnant lieu à la plus grande contamination jamais enregistrée à ce jour des chaînes d'approvisionnement en minéraux dans la région des Grands Lacs. Sur son compte X, ex-Twitter, le prix Nobel de la paix 2019, Denis Mukwege, a déclaré, je cite, « Nous exhortons à nouveau la communauté des États à ne plus s'accommoder des condamnations des façades et des paroles creuses. Il faut adopter des sanctions fortes contre les acteurs de la déstabilisation et des mesures immédiates et décisives pour que le Rwanda cesse son soutien au M23 et retire immédiatement ses forces du sol congolais. » Fin de citation. En bref, un incendie dévastateur s'est déclaré jeudi dans l'agglomération des Guiro située dans la province du Haut-Uélé. Selon les premières informations, près de 2000 habitations ont été réduites en cendres et environ 200 boutiques ont été ravagées par les flammes. D'après certaines sources locales, l'origine de ce drame serait liée à l'imprudence d'une femme manipulant le feu dans une habitation, une hypothèse confirmée par la société civile locale par l'intermédiaire de son porte-parole qui alerte sur les risques d'accidents domestiques dans cette région, souvent marquée par des constructions précaires. Autre chose à présent, cela fait un an jour pour jour depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a vu sa victoire à la présidentielle de décembre 2023 être confirmée par la Haute Cour. Mais comment sa gouvernance est-elle perçue par la population quinoise sur le plan social, sécuritaire, sanitaire et économique? On voit cela dans ce reportage. C'est le deuxième et dernier mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après sa brillante victoire remportée à la présidentielle de 2023, le président de la République s'est engagé à améliorer les conditions de vie des Congolais en 6 axes, des axes qui touchent aux différents secteurs de la vie nationale. Mais que pensent les Quinois de sa gestion un an après la confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle? Pour d'aucuns, beaucoup reste encore à faire. Il se démène pour arranger les choses. Nous avons l'espoir qu'avec ce qu'il fait là, il va réussir. Concrètement,
À l'Est, là, l'évolution est bonne. Quand nous apprenons qu'il y a nos éléments qui ont récupéré certains lieux qui étaient aux mains de M23. Pour d'autres, le gouvernement suminois, entré en fonction depuis l'année dernière, n'a pas encore présenté des grands signaux prometteurs sur le plan social. Il a la volonté de faire, mais le problème c'est quoi? Union sacrée. Kabila, son prédécesseur, a cherché au moins 15 personnes parmi ces gens-là. Il n'a pas trouvé pour reconstruire le pays. Kabila était sincère. Aujourd'hui, c'est la même chose. S'il devait faire écarter l'union de l'Union sacrée, FCC bis, il pouvait faire mieux. Beaucoup de défis restent encore à relever afin de rendre le slogan « Le peuple d'abord » tant vanté par le pouvoir en place une réalité. Il s'est ouvert ce vendredi la session de formation sur le renforcement de capacité des délégués syndicaux nationaux pour l'édition 2023-2026. Selon Jean Eko Mafoua, président délégué syndical national de la CNSS, cette formation va permettre aux syndicalistes de bien remplir leur mission en collaboration avec l'employeur. En République démocratique du Congo, il s'agit d'une formation qui va s'étendre dans les 25 autres provinces du pays. Il y a un partenariat entre le management de l'entreprise et la représentation des agents. C'est par ces mots que Robert Kipopa, DGA de la CNSS, a lancé l'ouverture de cette session de formation qui va durer plus de 10 jours à Kinshasa. Pour Jean-Eko Mafoua, président délégué syndical national de la CNSS, il ne suffit pas seulement d'être élu pour devenir syndicaliste, mais d'être formé pour bien négocier les intérêts de l'employeur et de son employé. C'est avec une grande satisfaction que nous ouvrons cette session de formation, pensée et organisée pour renforcer nos capacités en tant que délégués syndicaux. Cette initiative, loin d'être une simple tradition, vise à nous fournir les outils essentiels pour remplir pleinement notre mandat. Invité à la cérémonie de l'ouverture, Fidèle Kiangi, président de l'intersyndicat national de l'administration publique, a appelé les délégués syndicaux à s'approprier du cadre légal qui les permettront à bien discuter avec l'employeur dans l'exercice de leur mission. Les délégués syndicaux de la CNSS élus depuis 2023, au mois de juillet, sont là maintenant pour apprendre comment ils doivent faire leur travail, comment ils doivent collaborer avec leurs employeurs. Sinon, ils peuvent même croire que l'employeur est devenu son homologue, alors que l'employeur reste employeur et le délégué syndical reste avant tout un travailleur. Signalons que cette session de formation sur le renforcement des capacités des délégués syndicaux de l'édition 2023-2026 se déroule durant plus de 10 jours à Kinshasa sous la supervision du DG de la CNSS, Charles Moudiaï. Dans les jours à venir, la formation va s'étendre dans d'autres provinces, notamment à Chopo, au Haut-Katanga et dans le Grand Kasaï. Et puis aux États-Unis, l'ancien président américain décédé à l'âge de 100 ans, Jimmy Carter, a reçu les derniers hommages à Washington avant son inhumation en Géorgie. Des funérailles nationales qui ont eu lieu en présence d'anciens présidents américains. Cette cérémonie a réuni plusieurs chefs d'État, dont le président Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, l'ex-président Barack Obama et la vice-présidente Kamala Harris. Tous étaient présents pour rendre un dernier hommage à Jimmy Carter, un homme qui a marqué l'histoire des États-Unis. Né le 1er octobre 1924 dans l'État de Géorgie, Jimmy Carter s'est éteint le 29 décembre 2024 à l'âge de 100 ans. Lors de sa prise de parole, le président Joe Biden a salué les efforts courageux de cet homme historique à la tête des USA, signalant son engagement exceptionnel pour son pays et pour l'humanité. Jimmy Carter a eu un parcours remarquable. Dès les débuts de son mandat, il a gracié des centaines de milliers de personnes ayant évité de servir au Vietnam, soit en s'exilant, soit en refusant de s'enrôler. Il a également marqué son administration par des avancées sociales en nommant des femmes à des postes clés et en encourageant son épouse, Rosalynn Carter, à jouer un rôle national en tant que première dame. Visionnaire, il a défendu son succès, un amendement constitutionnel sur l'égalité de droits pour lutter contre la discrimination fondée sur les sexes et a été l'un des premiers dirigeants internationaux à prendre au sérieux la question du réchauffement climatique. Il convient à noter
que la dépouille de Jimmy Carter a d'abord traversé Plains, la ville chère, à son cœur, avant d'arriver au Capitole à Washington le mardi. L'ancien président a été inhumé aux côtés de son épouse Rosalind Carter dans sa ville natale de Plains. Et puis pour terminer, dans le cadre d'une page rose, le député national et ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi, célèbre son anniversaire aujourd'hui. Né en janvier 1966, Nicolas Kazadi est un économiste financier et a été haut fonctionnaire international. Ses fonctions des ministres des Finances de la RDC lui ont permis de tripler le budget de l'État en 3 ans. On retiendra également de lui celui qui a instauré la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systématique et de créer une vraie culture de redevabilité citoyenne. Une page spéciale vous sera proposée juste après ce journal. On va prendre les rappels des titres à présent. Situation sécuritaire au Nord Kivu, le porte-parole de l'armée a pris la parole pour faire le point sur les opérations militaires menées sur le terrain contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Vous avez suivi une intervention du porte-parole de l'armée dans ce journal. Pendant ce temps, les condamnations se multiplient sur la scène internationale contre le soutien du Rwanda au M23, des déclarations qui plongent Kigali dans l'isolement, alors qu'un nouveau rapport d'experts des Nations Unies mandaté par le Conseil de sécurité vient d'être publié. Et puis aux États-Unis, l'ancien président américain décédé à 100 ans, Jimmy Carter, a reçu les derniers hommages à Washington avant son inhumation en Géorgie. Des funérailles nationales qui ont eu lieu en présence d'anciens présidents américains. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joël Isselona qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. À la une, briefing presse, Mouyaya, Thérèse Kayikwamba, Sylvain Ekenge. Le gouvernement de la République veut en finir donc avec l'agression rwandaise. Christian Kalonji, l'armée congolaise veut en finir avec l'agresseur rwandais qui, 30 ans durant, endeuille l'Est congolais. Le journal Ouragan nous apprend que jeudi, devant la presse à Kinshasa, aux côtés des ministres Patrick Mouyaya et Thérèse Kayikwamba Wagner, le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge, a démontré la détermination des FARDC d'en découdre une fois pour toutes avec les terroristes rwandais, lesquels ont envahi le territoire congolais pour massacrer les populations civiles, s'aimer la désolation et mener de pillages à grande échelle. Lors de ces briefings spéciaux, le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, souligne de son côté au forum d'Ezas, a exprimé la frustration des Congolais face à ce qu'elle qualifie de silence accablant des partenaires internationaux dans les conflits opposant la RDC au Rwanda. Et de son côté, Africa News rapporte Kagame de nouveau déballé dans un rapport de l'ONU. Cet hebdomadaire signale qu'un rapport de l'ONU établi fin 2024 et rendu public cette semaine vient clairement, une fois de plus, indexer le rôle du Rwanda, de son dirigeant Paul Kagame, dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Selon les experts des Nations Unies, indique ce tabloïd, l'armée rwandaise continue d'apporter un soutien systématique au M23 et de contrôler de facto ses opérations. Et pour sa part, le phare se demande si la communauté internationale continuera-t-elle à faire la sourde oreille face au drame congolais. C'est la question que les Congolais et tous ceux qui sont attachés aux valeurs cardinales de la paix au monde se posent au regard du silence que d'aucuns n'hésitent plus de qualifier de complices qui s'observent face à la situation qui prévaut en RDC, et ce en dépit des dénonciations qui se multiplient jour après jour. Et puis lutte contre la corruption, Florimond Mouteba, le président donc de l'ODEP, invite Félix-Antoine Tshisekedi à relancer les patrouilles financières de l'inspection générale des finances.
Christian Kalonji, dans une lettre adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, hier jeudi, Forum des As, Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, en appelle à la reprise immédiate des patrouilles financières de l'inspection générale des finances suspendues pendant la période électorale de 2023. La relance des patrouilles financières permettra de traquer les détourneurs des deniers publics et de lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Et après avoir réaffirmé son soutien au président Félix Tshisekedi dans sa quête pour un État juste et transparent, Jules Alinguete, cité par le Maximum, révèle sa vision pour l'année 2025 qui vient à peine de débuter. L'inspecteur général de finances, chef de service, s'engage de nouveau à travailler sous la direction du président de la République au cours de cette année qui marque également le 5e anniversaire de la redynamisation de l'IGF par le chef de l'État. Et à cet effet, il met un accent particulier sur la surveillance des finances publiques et la sensibilisation de la population congolaise. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Joël. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal. Monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi des partout dans le monde. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Né à Kinshasa en janvier 1966, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji est un économiste, financier, ancien cadre de la Banque centrale du Congo, ancien haut fonctionnaire international, ambassadeur itinérant et ministre des Finances. Nommé en avril 2021 ministre des Finances du gouvernement Samalou Kondé, il fait son entrée dans les top 5 des meilleurs ministres des Finances africains dès décembre 2021. En décembre 2022, il est élu ministre des Finances africain de l'année. En décembre 2023, il est désigné deuxième ministre des Finances de l'année ex-ACO avec sa collègue d'Elongola. En décembre 2023, il est élu député national et provincial du territoire de Miabi sur la liste UDPS, faisant de lui le meilleur élu UDPS de l'échelle nationale par le nombre de voix obtenues. Le 27 avril 2024, une enquête judiciaire est lancée contre lui dans une affaire de surfacturation présumée et de détournement des fonds publics en rapport avec un marché public lié à l'installation des stations de forage et de distribution d'eau en milieu périurbain et ruraux. Mis en cause, il n'est pas reconduit au gouvernement souminois. Il collabore activement et volontairement avec la justice qui les disculpe de toutes charges le 9 octobre 2024. On retiendra de Nicolas Kazadi qu'il a fait de la transparence le leitmotiv de son action et ont permis de tripler le budget de l'État en 3 ans. Il est également celui qui a instauré la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systémique et créer une vraie culture des redevabilités citoyennes. Joyeux anniversaire et bonne année, honorable député et excellence, monsieur le ministre honoraire Nicolas Kazadi Kadima Nzuji.